À mon avis, il est nettement plus raisonnable de pratiquer systématiquement et précocement l'exploration chorégraphique en post-arrêt cardiaque et je vais vous expliquer pourquoi, au fil des années, cette conviction s'est forgée dans notre équipe et puis que finalement, probablement, on n'est pas les seuls à appliquer. Pour juste planter le décor, je vous rappelle simplement quelle est l'évolution du pronostic au cours du temps chez des victimes d'arrêt cardiaque qui sont récupérées, réanimées et admis à l'hôpital, juste pour vous montrer que, eh bien, un très grand nombre d'entre eux qui ont fait l'objet des soins préhospitaliers et ont pu avoir une reprise d'activité circulatoire spontanée vont malheureusement décéder au cours de leur trajet intra-hospitalier sur la partie basse de la diapositive et ils vont décéder en raison de ce qu'il est convenu d'appeler actuellement le syndrome post-ressuscitation, la maladie post-ressuscitation dont on sait qu'elle elle est composée de différentes choses. Bien entendu, il y a les dégâts cérébraux causés par l'arrêt cardiaque et qui vont être responsables des décès tardifs essentiellement. Le syndrome d'ischémie-reperfusion va être éventuellement responsable de beaucoup de manifestations cliniques et biologiques, mais d'abord et avant tout, la persistance de la cause et les dysfonctions d'organes qui sont en rapport avec la cause initiale sont évidemment responsables d'un grand nombre d'anomalies qui sont observées chez ce type de patients. Si on regarde dans la cohorte parisienne cauchinoise les répartitions des décès observés chez ces malades en post-arrêt cardiaque, en noir les causes neurologiques, en gris les causes liées directement à l'état de choc précoce et les défaillances d'organes qui sont en rapport, et leur évolution, leur répartition au cours du temps, eh bien vous voyez que les décès précoces sont essentiellement liés justement à ces dysfonctions d'organes et à l'état de choc initial, tandis qu'on voit que les causes neurologiques, les causes post-anoxiques, l'atteinte cérébrale est évidemment une cause majeure de décès, mais beaucoup plus tardif. De sorte qu'on peut tout de suite imaginer que tout ce qu'on va faire qui va être capable de limiter la mortalité précoce est de nature probablement, évidemment, à améliorer le pronostic de ces patients. Quels sont les facteurs qui contribuent à la survenue de cet état de choc post-arrêt cardiaque, cette dysfonction cardio-circulatoire qui est notamment marquée par une atteinte myocardique? Cette dysfonction myocardique précoce, eh bien, c'est évidemment la difficulté de la ressuscitation initiale. Incontestablement, quand il a été nécessaire de faire beaucoup de défibrillation, d'utiliser beaucoup d'adrénaline, de faire beaucoup de choses qui font durer la ressuscitation, eh bien, les chances, le risque qu'il y ait plutôt un état de choc post-arrêt est évidemment beaucoup plus élevé. Et intervient parmi ces facteurs de risque le fait qu'il y ait une cause cardiaque primitive et en particulier une occlusion coronaire aiguë. C'est ce qui avait été montré dans des travaux qui sont déjà un petit peu anciens. On sait qu'incontestablement, dans la dysfonction cardio-circulatoire initiale et dans l'atteinte cardiaque post-arrêt cardiaque, dans ces dysfonctions-là, il y a parmi les autres facteurs de risque le fait qu'il y ait une occlusion coronaire qui soit responsable de cet arrêt cardiaque. Alors, il faut aussi ramener le débat à sa juste mesure. Le débat sur coro systématique et immédiate ne concerne qu'une petite fraction des patients. Il est hors de question pour moi de prétendre que cet examen-là, cette exploration et le geste thérapeutique qui en découle est quelque chose d'utile et nécessaire chez des patients pour lesquels il y a une cause extracardiaque, par exemple, évidente. Ça n'aurait pas de sens. On est bien en train de parler, le cœur de cible, de ces patients pour lesquels, malgré la ressuscitation initiale, l'anamnèse, les signes initiaux, eh bien, on ne connaît pas la cause de l'arrêt cardiaque et qu'on peut présumer, par conséquent, qu'elle est de cause cardiaque et en particulier de cause coronaire. Et si on veut avancer dans la discussion pour savoir s'il est raisonnable ou pas de pratiquer cette exploration initialement et systématiquement, alors probablement qu'il est raisonnable également de considérer trois aspects essentiels. Quelle est la fréquence des causes coronaires quand on est dans la situation d'un arrêt cardiaque sans cause évidente? Et est-ce que quand on fait une intervention coronaire, c'est ou pas associé à une amélioration du pronostic? Et je dis ça volontairement comme ça parce que, vous le savez, nous ne disposons pas d'essais randomisés qui aient testé ces deux stratégies. Et si cette stratégie est associée à un bénéfice chez ces patients-là, alors est-ce qu'on peut augmenter la taille de ce bénéfice en sélectionnant encore mieux les patients pour lesquels eh bien, les chances qu'on découvre une lésion qui soit accessible à un geste eh bien, sont très élevées? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions avec les données qui sont actuellement disponibles? Eh bien, oui, à mon avis, en grande partie. Par exemple, sur la fréquence des lésions coronaires qui sont présentes dans cette situation, les lésions qui sont observées lorsqu'on autopsie ces victimes-là, c'est la manière
qui était la plus traditionnelle, d'aller chercher la cause il n'y a encore pas si longtemps que ça, eh bien, ces données anatomiques nous montrent qu'il existe une lésion coronaire aiguë et récente dans environ 50% des cas de mort subite inexpliquée qu'on autopsie. Ça se fait plus beaucoup actuellement, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Et comme vous le savez, les données dont on dispose maintenant sont essentiellement angiographiques. La première étude, qui était celle de Christian Spalding, qui a été réalisée il y a maintenant presque une quinzaine d'années, avait montré que quand on fait une coronarographie systématique à ces malades-là, qui donc arrivent à l'hôpital sans cause extracardiaque évidente de mort subite récupérée, eh bien, Christian montre que dans cette étude, on va trouver une occlusion coronaire aiguë et récente dans 50% des cas, comme dans les études anatomiques et autopsiques, c'est parfaitement corrélé et ça rejoint ces chiffres-là. Il montre également dans cette étude historique et princeps que le fait de trouver une lésion coronaire aiguë et récente eh bien, n'est pas ou très mal prédit par les prodromes ou l'aspect électrocardiographique, et c'est une information extrêmement importante à l'époque. Et enfin et surtout, il montre que quand cette occlusion coronaire aiguë peut faire l'objet d'une revascularisation coronaire immédiate, à l'époque c'est une angioplastie, c'est même pas la mise en place d'un stent, et bien que c'est associé à une augmentation très significative des chances d'évolution favorable ultérieure. Cette étude, vous le savez, avait jeté un peu un pavé dans la mare. Pas mal de gens s'étaient à ce moment-là questionnés sur la validité du résultat obtenu, mais n'empêche qu'elle a eu une influence tout à fait considérable sur les pratiques et qu'un grand nombre d'équipes a intégré dans sa stratégie, dans sa manière de travailler, le fait d'explorer coronarographiquement ces malades-là immédiatement à l'arrivée à l'hôpital. Est-ce que ces chiffres tiennent encore la route avec la distance? On a réitéré l'expérience il y a maintenant 2 ans, non pas sur un petit collectif comme l'expérience initiale sur 84 malades, mais cette fois sur 450 malades environ, malades qui ont donc tous fait l'objet d'une exploration coro initiale et systématique dès l'arrivée à l'hôpital parce qu'on n'avait pas la cause de l'arrêt cardiaque à ce moment-là. Eh bien, vous le voyez, quand on examine les facteurs qui sont associés à une évolution favorable ou à une évolution défavorable à gauche, eh bien, incontestablement, statistiquement, en tout cas, le fait d'avoir réussi à trouver une lésion coronaire aiguë et à l'avoir traitée initialement est associé à une amélioration assez incontestable du pronostic ultérieur. Donc ces chiffres avaient confirmé l'expérience initiale et, encore une fois, les procédures actuelles de bon nombre de nos collègues intègrent, et probablement certains d'entre vous le font également, intègrent l'idée d'aller chercher et de traiter la cause coronaire le plus vite possible. Un argument supplémentaire, s'il en faut, c'est que non seulement c'est associé à une amélioration du pronostic initial, c'est-à-dire en gros la survie hospitalière et le pronostic des premières semaines, mais quand on regarde le devenir de survivants d'arrêt cardiaque, et il s'agit ici de la cohorte de Seattle, 1000 survivants d'arrêt cardiaque qui quittent l'hôpital et qu'on examine ensuite leur devenir au cours des années, et qu'on divise cette cohorte de 1000 survivants en 4 en fonction du fait qu'ils ont eu de l'hypothermie thérapeutique pendant le séjour hospitalier et ou une intervention coronaire et ou aucune de ces interventions, eh bien vous voyez que même après ajustement sur les autres variables habituellement utilisées pour chiffrer la sévérité de l'agression cardiaque initiale, eh bien qu'il vaut mieux appartenir au groupe du haut, c'est-à-dire ceux qui ont eu la double intervention initiale, plutôt qu'au groupe du bas, c'est-à-dire à ceux qui n'ont eu aucune de ces 2 interventions. Et c'est une chose qui s'observe à travers le monde et pas seulement aux États-Unis ou en France. Ici, vous voyez des chiffres qui sont cette fois italiens, où cette équipe a comparé le devenir de victimes soit d'infarctus du myocarde revascularisé initialement, soit d'arrêt cardiaque de cause coronaire revascularisée. Alors évidemment, sur la mortalité hospitalière initiale, il y a une différence. Il vaut mieux avoir fait un infarctus non compliqué d'arrêt cardiaque que le contraire, c'est sûr. Mais quand on a survécu à cette phase-là et qu'on compare l'évolution de ces 2 populations, alors on n'observe plus de différence non plus. Et c'est probablement un argument supplémentaire. Alors je vous l'ai dit, les causes coronaires sont fréquentes, un cas sur 2. Quand on la trouve et qu'on la traite, c'est probablement nettement mieux pour le patient. Est-ce qu'on peut encore plus sélectionner ces patients, par exemple sur l'aspect électrocardiographique? Et c'est ce que proposent certains auteurs, c'est de dire ok, ça marche, mais dans un bon nombre de cas, c'est pas utile, on trouve rien entre guillemets, et donc on a fait la coro pour rien. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à mieux sélectionner les patients.
Mais c'est un peu la boule de cristal quand on fait ça. Hein. On examine, on essaye de lire dans les entrailles de l'animal parce que dans la cohorte chinoise dont je vous ai déjà montré un peu les résultats tout à l'heure, eh bien on a examiné, on a dichotomisé l'analyse entre patients qui ont très vraisemblablement un infarctus récent, puisque sur l'ECG ils ont un sus-décalage de ST d'allure ischémique, et les autres, et qu'on examine ce qu'on observe dans chacun de ces deux groupes, eh bien vous voyez qu'on trouve une lésion coronaire aiguë récente chez à peu près un quart des patients qui n'avaient pas un électrocardiogramme typique d'infarctus du myocarde. Alors on peut se dire, on laisse tomber, on ne fait pas la coro chez ces malades-là, on prend le risque chez ces 25% de ne pas trouver la lésion coronaire aiguë récente qui existe pourtant, et donc par conséquent de ne pas la traiter. C'est peut-être un peu dommage parce que quand on observe l'effet sur la mortalité de la reperfusion coronaire aiguë, elle semble équivalente dans ces deux groupes. On observe la même réduction, le même écart significatif, que l'ECG soit ischémique initial ou pas, pour le dire autrement, que l'ECG montre un infarctus en post-arrêt ou pas. Eh bien, le fait d'aller découvrir une lésion coronaire et de la traiter va avoir vraisemblablement une association avec le pronostic qui est tout à fait équivalente dans ces deux groupes. Est-ce qu'on peut donc prédire sur l'ECG initial qu'on va aller trouver une lésion coronaire aiguë récente? À mon avis, non. On ne peut pas se servir de ce système-là. L'ECG classe mal les malades. Il les classe bien s'il y a le sus-décalage. La valeur prédictive positive reste tout à fait excellente dans les séries qui sont publiées. Elle est presque aussi bonne que dans le syndrome coronaire aigu tout venant sans arrêt cardiaque préalable. Quand il y a un sus-décalage avec un miroir, alors il y a probablement effectivement une occlusion coronaire à aller chercher. Il n'y a pas de doute. Mais la valeur prédictive négative, en revanche, est probablement pas très très bonne. La sensibilité de l'ECG dans sa capacité à aller détecter l'existence d'une occlusion coronaire récente chez ces malades-là, dans cette situation-là, n'est pas très très bonne. Vous voyez, elle est variable en fonction des séries. Elle peut descendre relativement bas. Et ça veut dire, pour le dire là aussi autrement, qu'on risque de méconnaître beaucoup de lésions coronaires aiguës et récentes chez ces malades-là si on ne se sert que de la définition électrocardiographique habituelle qu'on utilise dans les syndromes coronaires aigus. Et une étude récente montre que l'association entre la reperfusion coronaire aiguë et le pronostic persiste, hein, cette association favorable, eh bien, persiste, y compris dans le groupe des patients qui n'avaient pas de stémie sur l'ECG post-récupération. Je crois donc que par conséquent, ces arguments sont des arguments extrêmement importants pour dire que l'ECG ne permet pas de bien sélectionner les patients et que le risque surtout de méconnaître des patients qui en ont besoin est extrêmement important. Alors on s'est dit, bon, après tout, il faut quand même chercher d'autres éléments. Peut-être que les arguments biologiques, et notamment la troponine dosée à l'admission, pourraient être quelque chose qui split bien les deux groupes et permet de détecter ceux qui ont l'occlusion coronaire aiguë et qui méritent d'avoir la coro. On va faire moins de coro inutiles comme ça. Si la tropo est basse, eh bien, on n'en fera pas et on prend peu de risques pour le patient. Mais ça ne marche pas. Les papiers publiés sur le fait d'utiliser un dosage précoce de troponine à l'arrivée à l'hôpital pour permettre de discriminer, eh bien vous voyez, là aussi, la sensibilité de ce dosage précoce de troponine n'est pas suffisante pour justement détecter et discriminer correctement les patients qui ont, dans cette situation-là, une occlusion récente. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la troponine s'élève chez tous les malades qui ont eu une ressuscitation. Quelle que soit la cause, même quand il n'y a pas de cause coronaire aiguë, le fait de masser, de défibriller, de donner de l'adrénaline est responsable d'une augmentation de la troponine. Et quand on inclut la troponine dans un modèle pronostic, on n'observe pas qu'elle influence significativement notre capacité à discriminer ces patients-là. Alors, systématique, à mon avis, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il faut la faire très tôt? D'autres disent, après tout, admettons le malade, et puis on verra un petit peu plus tard. Ça va bien se préciser un peu. On va lui faire des examens, répéter les dosages, refaire des électros. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Ces malades sont vraisemblablement des malades à très haut risque. Si on reprend la définition du haut risque dans le syndrome coronaire aigu, pour lequel il a été bien montré que c'est ce sous-groupe-là qui mérite justement d'avoir une revascularisation aiguë. Dans le syndrome coronaire aigu, personne ne prendrait le risque, quel que soit l'aspect de l'ECG, de ne pas faire la coronarographie immédiatement et systématiquement. Ces malades-là
doivent être considérés de la même manière. Ils doivent être considérés de la même manière, car tous les chiffres dans ce domaine, et même si ça n'est pas de l'étude randomisée contrôlée, plaident justement en faveur de sa réalisation précoce et non pas tardive. Globalement, quand on compare les malades qui ont eu la choro tout de suite à l'admission et ceux qui l'ont eu un petit peu plus tard au cours de l'évolution, eh bien, on trouve qu'effectivement l'association est plus forte en faveur d'une évolution favorable chez ceux qui ont eu l'exploration coronaire précoce. De sorte que chez nous, la procédure, et je terminerai comme ça, c'est plutôt de se dire ne ratons pas un malade qui a besoin d'un geste immédiatement. Ne ratons pas. Ce malade-là est un malade qui justifie d'être soigné comme les autres. On a vu que ça influençait non seulement son pronostic initial, mais aussi son pronostic tardif. Ça ne me semble pas raisonnable de méconnaître une lésion coronaire aiguë. Quand il y a des prodromes qui sont d'origine neurologique ou respiratoire, on peut éventuellement se passer de la coronarographie ou ne pas la faire en premier. Mais quand il y a une absence complète de prodrome, qu'on n'a pas du tout d'évidence sur la cause, je préfère qu'on fasse la choro immédiatement. Quand il y a des prodromes neurologiques ou respiratoires, on peut éventuellement commencer par le scanner thoracique ou cérébral, pourquoi pas. On peut tout à fait d'ailleurs coupler les deux examens, et c'est un peu notre pratique actuellement. Et avec Jonathan Shelley, on avait montré il y a maintenant 2 ou 3 ans que cette pratique d'exploration d'imagerie précoce aboutissait à nous donner, à nous réanimateurs, à l'admission en réanimation, un diagnostic dans presque 60% des cas. Et croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir la cause quand on admet le malade, pour être capable de mieux le soigner et d'éviter évidemment une évolution vers une récidive. De sorte que, et je terminerai comme ça, dans les recommandations internationales, il est clairement dit que quand on soupçonne qu'il y a un infarctus ou qu'il y a un infarctus évident, il faut faire la choro immédiatement. À mon avis, cette définition du soupçon doit être largement étendue. Et je vous ai montré que les malades qui sont en post-arrêt cardiaque, sans cause extracardiaque évidente, sont des malades qui sont des malades forcément suspects d'avoir une cause coronaire et qui donc méritent d'avoir cette exploration initiale. Je crois que toutes les données disponibles plaident clairement en faveur d'une réalisation systématique et immédiate, et qu'à mon avis, donc, il faudrait la faire tout le temps. Probablement qu'on peut discuter ensuite sur le fait qu'elle soit réservée à certains patients quand la logistique l'exige, évidemment, mais chez tous les survivants, vraisemblablement, chaque fois qu'il n'y a pas de cause extracardiaque évidente. Je vous remercie.